Bonjour mes amis, si vous allez sur le site du FBI, la police fédérale américaine, vous allez voir qu'ils sont à la recherche d'un gars qui répond au nom D.B. Cooper, probablement Dan B. Cooper, pour une histoire de détournement d'avion qui a eu lieu en 1971 et l'homme court toujours. En 2016, 45 ans après l'histoire, le FBI a décidé un petit peu de lever le pied sur cette histoire. Ils se sont dit, si on l'a pas trouvé après 45 ans, c'est que probablement on le trouvera jamais. Jusqu'à maintenant, le dossier est ouvert, mais il ne le cherche plus activement depuis 2016. Revenons sur cette histoire. Extrêmement passionnante, vous allez voir, et peut-être avec certains rebondissements. Alors, 1971, nous sommes le 24 novembre, il fait tard, la nuit est tombée, il pleut à torrent, ciel est nuageux, il y a un Boeing 727 qui se débat avec ses éléments. Il fait un vol, c'est la compagnie Northwest, qui fait un vol entre Portland, en Oregon, nous sommes sur la côte ouest des États-Unis, et qui remonte pratiquement selon une trajectoire nord, plein nord, vers Seattle, la capitale de l'État de Washington. La distance, vous pouvez la voir sur une carte, elle est de l'ordre de 250 km, donc c'est un saut de plus pour le Boeing 727. Alors que l'hôtesse de l'air passe près de la dernière rangée, il y a un homme qui est là. Une description qu'on a de lui est assez banale en fait. Un homme, la quarantaine, cheveux noirs, portant un costume noir, chemise blanche, cravate noire, par-dessus gris. Une description qui peut correspondre à peu près 40 millions d'Américains de ces temps-là. En tout cas, cet homme, il prend une feuille pliée en 4 et il la passe à l'hôtesse de l'air. Elle la met dans sa poche et pendant quelques minutes, elle ne va pas la lire parce que tout simplement, elle sait, elle devine trop bien de quoi il s'agit. Beaucoup de passagers avaient tendance à lui passer donc leur numéro de téléphone. Un peu plus tard, quand elle repasse devant ce bonhomme, Monsieur Cooper donc, il lui fait un petit signe et il lui dit vous ferez mieux de lire la note que je vous ai passée. Puis montrant sa mallette, il déclare j'ai une bombe. Là, l'hôtesse de l'air, elle est horrifiée. Et elle fait quoi? Elle court vers le poste de pilotage, elle ouvre la note avec les pilotes, ils regardent et c'est écrit, voilà, j'ai une bombe, c'est un détournement, vous continuez toujours sur Seattle, j'exige 200 000 $ et 4 parachutes. Alors, immédiatement, le commandant de bord prend la radio, il informe le contrôleur aérien. Immédiatement, la compagnie est informée, les flics sont informés. Dans les 5 minutes, il y a tout l'État de Washington qui sait. Maintenant, il y a une inquiétude qui demeure. Parce que vous savez, les pirates de l'air, on ne peut pas toujours leur faire confiance. Donc, le commandant de bord et puis d'autres personnes au sol se demandent s'ils n'ont pas affaire tout simplement à un plaisantin. Bon, le commandant de bord connaît la règle dans l'aviation, pas de bombe, pas de détournement. Voilà. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il demande à l'hôtesse de l'air de revenir donc vers ce monsieur et de s'assurer que bon, qu'il a ce qu'il dit avoir. L'hôtesse de l'air, les passagers ne savent pas à ce stade. Les passagers sont gardés complètement dans le mystère. Pour eux, c'est juste un vol qui se déroule sous la pluie, les turbulences et tout ça. L'hôtesse de l'air remonte l'allée. Elle s'assoit à côté donc du pirate et puis tout en ménageant sa susceptibilité, elle lui dit écoutez, nous avons besoin de voir. Voilà. L'homme ne se formalise pas, il est très aimable, il sait que c'est dans l'ordre des choses. Il saisit sa mallette, il la déverrouille, soulève le couvercle et montre le contenu à l'hôtesse. Dynamite, câble électrique, batterie. Est-ce que vous êtes contente? Absolument. Donc, l'hôtesse de l'air remonte vers le commandant de bord et elle explique que l'homme est en mesure de traiter.
très rapidement, la compagnie aérienne, par le biais du pilote puis de l'hôtesse de l'air, va transmettre un message aux pirates lui disant « Nous sommes entièrement disposés à collaborer avec vous. » Voilà. Alors, très rapidement, au sol, la police va aller faire un raid sur un club de parachutistes qui était fermé, nous sommes un soir de Thanksgiving. Ils se saisissent de 4 parachutes, ils les mettent dans une bagnole, ils foncent vers l'aéroport. En même temps, on est en train de préparer la rançon. Alors la rançon, il la voulait en billets de 20 $ usagés avec des numéros qui ne se suivent pas. Parce que de toute façon, il sait que pour constituer une telle somme, il faut 10 000 billets, sachant que les autorités ont un temps limité pour obtenir ces billets-là. Il se dit que probablement ils n'auront pas le temps donc de les filmer, surtout avec les moyens de l'époque, ou de relever les numéros. En fait, Monsieur D.B. Cooper faisait une erreur sur ce point-là. Nous sommes aux États-Unis et les demandes d'extorsion sont monnaie courante, en particulier en ces temps-là. Donc, la banque avait toujours à disposition un lot d'argent spécialement réservé pour les demandes de rançon. Donc, l'argent était compté, microfilmé, les numéros relevés, et en fait, organisé en liasses mal structurées, comme si on les avait juste attachés à la dernière minute dans la précipitation. Donc, ce qu'ils font, ils vendent dans ce lot, prennent 200 000 $, et les 200 000 $ sont entièrement connus et numérotés. Le lot pèse 9 kilos. Pendant ce temps, le 727 fait des tours au-dessus de l'aéroport. Le pirate demande un whisky, l'hôtesse le ramène. Il paye rubis sur ongle. Il n'est pas homme à profiter de la situation. D'ailleurs, pour montrer que c'était un homme raisonnable, il n'avait demandé que 200 000 $. Parce qu'il aurait pu demander plus. Il aurait pu exiger 1 million. Mais s'il avait exigé 1 million, on l'aurait pris pour un forcené. On aurait ramené les gens qui travaillent pour ces institutions de flingage, n'est-ce pas? Et puis, ils seraient arrivés, ils auraient envahi l'avion, ils auraient tué la moitié du monde, y compris lui. Et l'histoire serait mal terminée. Mais en fait, le gars, il sait. On est à la soirée de Thanksgiving. On a un avion. On a 36 occupants dedans. Il demande 200 000 $. Honnêtement, c'est le juste prix. Honnêtement, l'assurance, la compagnie aérienne, même les autorités se disent on préfère payer, se débarrasser de ce clown. Voilà, préfère payer. C'est plus simple. Donc le gars avait même prévu une rançon qui incite plus à la raison, qui incite plus au paiement qu'autre chose. Donc, pour se montrer agréable à l'équipage, avec lesquels il commence à lier une relation, il va même exiger que les autorités ramènent des plateaux repas pour l'équipage. Avec la rançon, il leur dit « Ces pauvres gens, ramenez-leur de quoi manger. » Voilà. Donc, l'avion, quand les choses sont prêtes au sol, l'avion est autorisé à atterrir, donc le 727 atterrit à l'aéroport de Seattle, qui était sa destination originale à la base. Par mesure de sûreté, on va pas autoriser l'avion à aller à l'aérogare, parce qu'au cas où il saute, on n'a pas envie d'endommager d'autres aéroports, les bâtiments et mettre des gens en danger. Ils le mettent au fond d'un taxiway quelque part, et c'est là où ils vont traiter. Arrive donc une camionnette conduite par un volontaire qui travaille pour la compagnie aérienne. Le volontaire donc arrive au pied de l'avion. Une hôtesse de l'air descend et elle remonte les choses, donc elle remonte l'argent, il faut plusieurs voyages, donc elle remonte l'argent, elle remonte les plateaux repas et elle remonte les 4 gros parachutes qu'on lui a ramenés. Donc elle remonte tout ça dans l'avion. Et puis, il y a aussi un inspecteur de la FAA, d'administration fédérale américaine, qui gère l'aviation. Donc l'inspecteur de la FAA, il arrive au pied de l'avion et il exige qu'on le laisse entrer. En fait, il dit au pilote qu'il aimerait se rendre auprès du pirate de l'air et formuler une mise en garde extrêmement sévère au sujet de ce qui est en train de se passer. Donc, il veut faire un rappel à la loi, comme qu'il dirait. On communique donc l'information au pirate de l'air, non seulement refus net,
mais en plus, on lui enjoint donc de fermer sans clapet. Voilà, c'était le seul débordement verbal de la soirée. Le gars de la FA fait demi-tour, il rentre à l'aérogare, la camionnette s'éloigne, et donc pour montrer sa bonne foi, hein, que fait le pirate? Il libère les passagers, il laisse partir les passagers et il laisse partir l'une des hôtesses. Voyez-vous, donc il a montré qu'il était un homme extrêmement raisonnable. Donc, il continue sur sa lancée depuis le début. Reste dans l'avion le commandant de bord, le copilote ou le premier officier, reste le mécanicien navigant, hein, le 727 piloté à 3, et puis il reste une hôtesse de l'air à laquelle il demande d'aller dans le cockpit également et de fermer la porte derrière elle. Il a des exigences extrêmement précises. Il veut qu'on refuel l'avion. Pendant qu'on refuel l'avion, les techniciens qui mettaient du carburant commencent un petit peu à perdre du temps. Le gars le sait qu'ils sont pas en train de faire le travail correctement. Et il leur dit, attention, il va faire passer à travers le commandant de bord le message que si vous continuez à nous faire perdre du temps, je vais faire sauter l'avion. Donc ces gars s'activent, ils mettent le plein. Donc le plein est fait. À ce moment-là, le pirate demande au pilote de décoller, mais il lui dit, je veux que vous alliez vers le Mexique, donc destination Mexico. Depuis Seattle, Mexico, c'est un peu loin. Mexico, il faut traverser tous les États-Unis, pratiquement selon un axe, à commencer par le nord-ouest et descendre selon une trajectoire sud-est. C'est très loin, Mexico. En particulier, avec le profil de vol que le pirate voulait qu'on adopte. Le pirate de l'air leur dit, j'aimerais que vous mainteniez 10 000 pieds, je veux que les volets soient sortis à 15 degrés. Hein, le 727 a énormément de positions de volée, il exige 15 degrés. 15 degrés, c'est la position maximale pour décoller. Et en fait, il leur dit, je vais les voir. Je vais les voir, je ne veux pas que ça sorte plus que 15 degrés. Parce qu'en fait, le 727 ne peut pas aller à plus que 205 nœuds avec 15 degrés de volée. Donc lui, il le sait, et il veut que l'avion reste relativement en l'air. Il exige aussi qu'on maintienne en fait 150 nœuds. Il exige qu'on maintienne 10 000 pieds et qu'on ne pressurise pas l'appareil. Le commandant de bord lui dit, mais écoutez, avec ces exigences-là, on n'arrivera jamais au Mexique. L'homme, Monsieur Cooper, lui explique, non, vous inquiétez pas, on pourra poser à Reno, dans le Nevada, pour pouvoir rajouter du carburant. C'était un risque absolument extraordinaire, parce que pour un pirate, je veux dire, il vaut mieux s'arracher direct que d'imposer cette technique de vol complètement inefficace. Ok. L'avion s'aligne pour décoller, il y a un psychologue profiler qui travaille pour les autorités, qui dit au commandant de bord, écoutez, d'après ce que j'ai cru comprendre, ce type était malsain, il travaille la dynamite. Une fois que l'avion va décoller, ce qu'il va faire probablement, il va sauter en parachute, il fera également sauter une hôtesse avec lui en parachute. D'ailleurs, pourquoi il a demandé plusieurs parachutes? Probablement pour éviter que les autorités ne lui donnent des parachutes, un parachute par exemple qui soit piégé, hein, qui ne s'ouvre pas par exemple. Donc il a exigé 4 parachutes, soulignant par là que je vais en prendre 2 au hasard, je vais sauter et faire sauter avec moi une hôtesse. Donc l'hôtesse saute, et il a dit une fois que ceci arrive, l'avion va sauter aussi. Parce que l'homme a ramené de quoi faire, et qu'il allait donc passer à exécution sans plan. Alors, les pilotes décollent, ils n'ont pas le choix, ils décollent, ils rentrent immédiatement dans les nuages. D'une autre piste, décollent en même temps 2 avions de chasse, des avions extrêmement puissants, extrêmement performants, envoyés par l'armée de l'air. Donc ces avions sont capables de monter au niveau 600, de tenir 2,3 fois la vitesse du son, et très rapidement ils vont perdre le 727. Parce qu'en fait, il est tellement lent, hein, il vole à 150 nœuds, il est tellement lent pour eux, et il y a la pluie, il y a le givre, il y a le vent, il y a les bourrasques, il y a tout ça, que très rapidement ils vont perdre le 727. En fait, le 727 va les semer non pas par sa vitesse, non pas parce qu'il est rapide, non pas parce qu'il est très lent. L'avion donc disparaît dans les nuages. À ce moment-là, les pilotes voient une chose,
voient que la porte arrière s'est ouverte. Ils ont une alarme dans le cockpit que la porte arrière s'est ouverte. Alors la porte arrière dans le 727, elle est unique. C'est une porte qui se trouve sous la carlingue de l'avion. Elle est munie d'escalier. Alors, quand elle est ouverte, elle tombe par son propre poids et elle forme un escalier qui permet de monter et descendre de l'avion. Alors, elle tombe pas en chute libre. Sa chute est freinée par des vérins hydrauliques qui plus tard serviront à la remonter. Si on veut la fermer, il faut appuyer sur un bouton, elle se fermera par ces vérins hydrauliques. Chez Boeing, beaucoup de gens discutaient est-ce qu'on peut ouvrir cette porte en vol ou pas, et le consensus était qu'on ne peut pas l'ouvrir en vol. Pourquoi? Parce que il y a le vent relatif, il y a le vent, la vitesse de l'avion crée ce vent relatif qui plaquerait la porte sur l'avion, contre l'avion, et donc elle ne s'ouvrirait pas. Le pirate de l'air semblait en savoir mieux que Boeing sur cette porte. Parce qu'en fait, ça a été testé plus tard et validé. Oui, la théorie de Boeing est correcte, mais si l'avion vole à 150 nœuds et qu'on tente d'ouvrir la porte, elle va s'ouvrir d'à peu près 20 degrés et elle va rester à 20 degrés. Elle va rester à 20 degrés dans le vent parce que le vent va lui donner de la portance. Par contre, si on met dessus le poids d'un homme adulte, elle va continuer à s'ouvrir complètement par le poids de l'homme qui est dessus. Le pirate le savait. Extrêmement bien organisé, cet homme. Et donc, il pense qu'il a sauté. Ils continuent leur chemin, ils n'osent pas ouvrir la porte du cockpit, ils continuent leur chemin, ils continuent leur vol. Reno, Nevada, ils atterrissent. Ils jettent une regardée. Ils regardent dans la cabine, il n'y a plus personne. Ils descendent, ils sont accueillis par la police. La police monte, fouille l'avion, il n'y a personne, il a sauté. Il a pris un parachute sur les 4, les 3 autres parachutes sont là. Détail ahurissant, c'est que les flics, pas par malice, mais parce qu'ils étaient dans le stress, dans le feu de l'action, ils ont pris un parachute de démonstration. C'est un parachute qui est cousu, en fait, qui ressemble à un parachute, mais il n'y a rien dedans. C'est un parachute qui ne s'ouvre pas. Il n'est pas fait pour s'ouvrir. Ils l'ont pris par erreur. Le pirate l'a laissé. Heureusement qu'il a été, sur ce coup-ci, il a été compréhensif, parce qu'il aurait pu le prendre mal, il aurait pu penser que les autorités ont voulu le piéger. Mais en fait, non, il prend le parachute qui marche, et puis il abandonne le reste. Le lendemain matin, il y a une battue qui est lancée, une battue de proportion historique. Il y a des rangers, il y a des shérifs, il y a des flics, il y a des militaires, il y a des chasseurs de primes, parce que la compagnie offre de l'argent pour attraper ce monsieur Cooper. Les autorités offrent de l'argent. Il y a le public qui s'en mêle. Et une très très grande battue est organisée à la recherche donc de cet homme-là. Certains théorisent le fait que il serait mort durant la chute. En fait, c'est pas possible. Pas de raison de mourir durant une chute comme celle-ci avec un bon parachute. Il n'y a pas de raison de mourir si on saute d'un 727. Donc, ils vont chercher. Il y a même un journal qui va proposer, il va publier les billets, le numéro de série des billets, et il va proposer $5 000 contre un seul billet de $20 faisant partie de cette série. Aucun membre du public ne vient en avant avec un billet. Alors, bien sûr, avec le temps, l'enquête va s'essouffler. Le FBI explore. Alors, il y a plein de dénonciations, des dénonciations calomnieuses. Il y a des femmes qui dénoncent leur ex. Il y a pendant des années des lettres anonymes qui arrivent à la police. Il y a des gens qui, sur leur lit de mort, avouent qu'ils étaient D.B. Cooper, mais il n'y en a pas un ou deux, il y en a plein. Le FBI explore plein de pistes qui refroidissent les unes après les autres. 1980, 9 ans après cette histoire, il y a un enfant qui cherche sur les berges d'une rivière et il va trouver un paquet d'argent. Il va trouver une grosse liasse d'argent. Il y a à peu près $6 000 dedans. Elle est ramenée aux autorités. Les dollars sont dans un sale état. Ils ont été détruits par un séjour extrêmement prolongé dans l'eau. Tous les billets correspondent à la série. Ils n'ont pas trouvé $200 000. Ils ont trouvé $6 000 dans cette histoire. Alors, je vous disais que l'enquête s'est essoufflée. Le FBI a gardé des ressources dédiées à M. D.B. Cooper jusqu'en 2016. Puis, depuis 2016, ils disent qu'ils ne le cherchent plus activement. De toute façon,
Si à l'époque il avait la quarantaine, 2016 il devait avoir 85 ans, de nos jours 90 ans, à supposer qu'il soit en vie. Ok. Depuis, Boeing a installé si vous allez derrière un 727, un ami pilote de 727 me l'avait montré un jour, nous étions sous l'avion, et en fait, il y a une sorte de petit clapet, de cette taille-là, n'est-ce pas, qui est à l'arrière de l'avion, près de la porte. Alors, on voit un trou dans la carlingue, il y a une sorte de tige qui rentre, et dehors, il y a un clapet. Alors, ce clapet, il est à 80, quand l'avion est garé au sol, il est à 90%, il est rappelé par un ressort qui le met à 90 degrés, par rapport au flux de l'air. Donc, il fait face à l'air. Quand l'avion accélère pour décoller, au fur et à mesure que la vitesse augmente, l'air ou le vent relatif va tourner donc ce clapet ou ce petit volet qu'on appelle d'ailleurs le volet de Cooper. On appelle le Cooper Vane. En fait, c'est le volet de Cooper qui a été installé par Boeing. Et en fait, ce volet fait que lorsque l'avion est en vol, la porte arrière ne s'ouvre pas. Il n'est pas possible. Le mécanisme de la porte arrière d'ouverture est désactivé quand l'avion est en vol, grâce à ce système-là. Bon, maintenant, avant de partir, laissez-moi spéculer. J'aimerais vous raconter une autre version de cette histoire. Revenons dans les années 70. On a cet équipage. Ils sont jeunes, ils sont très complices, ils sont amis les uns avec les autres. Ils vont d'un aéroport à l'autre, ils font des vols intérieurs, ils font 5-6 vols par jour des fois. Ils vont au resto ensemble, ils vont à l'hôtel ensemble, une amitié se lie. Et puis, bien sûr, c'était une époque où il y avait énormément de détournements d'avions. C'était monnaie courante. Des gens détournaient des avions pour des raisons politiques, ou bien pour exiger de l'argent et tout ça. Et puis, les équipages étaient extrêmement frustrés. Ils n'avaient qu'à subir, en fait. Ils devaient subir les désirata des différents pirates de l'air. Imaginons que cet équipage, un jour comme ça, ait commencé à avoir la fantaisie de se dire, et puis, si on faisait un détournement pour notre gueule? Si on le fait nous-mêmes? Pourquoi chaque fois on doit subir des gens, leur donnent de l'argent et puis ils partent avec? Pourquoi ne pas le faire pour nous-mêmes? Donc, ce qu'ils font, ils vont inventer ce monsieur Cooper, qui n'a peut-être jamais existé, en fait. Parce que, finalement, personne ne l'a vu. Les passagers, quand ils descendent, c'est plus tard qu'ils apprennent que le vol était détourné. Ils n'ont rien vu, toute cette histoire. Le descriptif qui est donné de lui, c'est un descriptif extrêmement vague, qui correspond à des millions de gens. Même la note qu'il a donnée à l'hôtesse, il l'aurait reprise. Il aurait, tellement un homme consciencieux, il l'aurait reprise. Cet homme a des connaissances opérationnelles en aviation, il connaît même la mentalité de la compagnie. Il a même su que 200 000 $, il paierait, mais au-delà, il paierait peut-être pas, il ferait de la résistance. Il connaît très bien la compagnie aérienne, il connaît intimement le Boeing 727, à tel point qu'il savait même ce détail sur la porte que Boeing ne savait pas. Alors on peut imaginer que ces gens-là, dans un vol de repositionnement, on sait que souvent les vols de repositionnement, c'est des vols qui se font à vide sans les passagers. Des fois, les équipages, ça donne à des petites expériences. Alors peut-être que un jour, ils ont dit, est-ce que cette porte s'ouvre? Peut-être qu'ils ont tenté d'ouvrir en vol. Peut-être qu'ils ont vu que, tiens, si l'avion est super lent, cette porte, on peut l'ouvrir en vol. Et si avec les pieds, on la pousse un peu, elle s'ouvre. Peut-être que de là est née l'idée de créer un acte de piraterie complètement imaginaire. Et puis, ils ont libéré les passagers à Seattle. Et puis, ils ont libéré une hôtesse. Cette hôtesse n'a pas été fouillée. C'est une hôtesse, c'est une victime. Elle est sortie avec son crew bag, avec son sac. Les 200 000 $ étaient peut-être là. Ils ont peut-être pris une liasse qu'ils ont gardée, ils ont ouvert la porte, ils ont balancé la liasse. À un moment donné, ils espéraient qu'on allait la trouver rapidement, mais elle a été trouvée 9 ans plus tard, mais ça, ils ne pouvaient pas prévoir. Pareil pour les parachutes. Un vrai pirate, aussi organisé que cet homme, que M. Cooper, aussi méticuleux, aurait vu qu'il y a un parachute trafiqué. Il aurait pris ça pour une mauvaise intention de la part de la police. Il aurait peut-être même douté des autres. Parce qu'il y en a un qui est évidemment un parachute qui ne s'ouvre pas. Et les autres, lui n'est pas dans leur tête. Il va se dire, même en pensant que je vais sauter avec une hôtesse, il envoie des parachutes piégés. Donc, il aurait peut-être pas sauté. Il aurait peut-être fait d'autres menaces. Il aurait exigé de nouveaux parachutes. Mais non.
Dans ce cas, on voit que le gars, il abandonne donc le parachute qui est clairement non fonctionnel, il utilise un autre dont il ne peut pas garantir la sécurité. Un pirate de l'air n'aurait pas fait cela. D'accord? Donc, les pilotes, ils ont donc jeté de l'argent, les 6 000 $, pour créer un alibi. L'hôtesse de l'air est sortie avec le cash. Est-ce qu'elle est sortie aussi avec un parachute, ou bien est-ce que le parachute a été sorti à un autre moment, ou bien est-ce qu'il a été jeté peut-être à 1000 km de là? Ils ont dit que l'homme a sauté dans cette région, ils ont jeté le cash. Mais peut-être 2 heures de vol plus tard, ils ont ouvert la porte arrière, comme ils l'ont déjà ouverte pour l'argent, et ils ont jeté un parachute qui est tombé quelque part dans le désert et que personne n'a été cherché. Parce que les recherches se sont concentrées clairement sur l'endroit où les pilotes ont dit que le gars avait sauté. Vous voyez, donc, plus on regarde, plus on y réfléchit, ce Cooper n'existe peut-être pas. Les pilotes, ils l'ont inventé. Et puis, ils se sont fait du fric. Le FBI, ils sont payés pour quoi, les gars du FBI? Ils sont payés pour trouver. C'est pour ça qu'on les paye. Quand ils cherchent quelqu'un, ils le trouvent. Ils ont cherché pendant 45 ans, ils ne l'ont pas trouvé. Pourquoi ils ne l'ont pas trouvé, à votre avis? Malgré tous les moyens, malgré la battue, malgré tous les gens qui ont cherché. S'ils ne l'ont pas trouvé, ce qui n'existait pas. C'est peut-être ça la réponse évidente. Vous voyez? Donc voilà, cette histoire est absolument passionnante. Et chaque fois qu'on la considère, on sort peut-être avec d'autres conclusions. Mais à ce jour, personne n'a la réponse définitive. À bientôt, mes amis.